Bienvenue dans le débat de France 24. Alors qu'une partie de la planète sort progressivement du confinement, le bilan du coronavirus a franchi en début de semaine le seuil symbolique des 3 millions de cas et des 200 000 morts pour plus des 4/5 en Europe et aux États-Unis. C'est dire si le centre de gravité de l'épidémie s'est déplacé loin de l'Asie, son continent d'origine. L'occasion pour nous d'un tour d'horizon, 4 mois après l'apparition officielle de cette maladie d'un genre nouveau. 1 mois et demi seulement après l'alerte à la pandémie lancée par l'OMS, le monde est-il uni dans la réponse? On va en débattre avec ceux qui, chaque jour sur France 24, vous font vivre l'évolution du combat contre la maladie au plus près du terrain. Avec Sarah Sacco, correspondante pour France 24 à Dakar. Bonjour Sarah. Bonjour Raphaël. Avec aussi Emmanuelle Chaz, correspondante à Berlin. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Raphaël. Avec Mathieu Mabin, notre correspondant à Washington. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Avec Charles Pellegrin, correspondant à Pékin. Bonjour Charles. Bonjour Raphaël. Et avec Ludovic Defoucault, correspondant pour France 24 à Istanbul en Turquie. Bonjour Ludovic. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Mais d'abord, je vous propose de voir la réponse de la France. Hier, Édouard Philippe a donc présenté à l'Assemblée son plan pour le déconfinement, censé entrer en vigueur le 11 mai prochain. Principales mesures à retenir, elles nous sont détaillées par Axel Simon. La stratégie de déconfinement à partir du 11 mai repose sur 3 grands principes. Progressivité, réversibilité et surtout adaptabilité de la marche à suivre nationale au niveau local. Parmi les très nombreuses mesures annoncées, dans les grandes lignes, sur la vie économique, l'un des points clés, des mesures précises étaient attendues concernant les commerces. Tous, sauf les cafés-restaurants, pourront ouvrir à compter du 11 mai. Un commerçant pourra subordonner l'accès de son magasin au port du masque. Concernant le retour à l'école, il se fera comme prévu sur la base du volontariat et il sera progressif. Maternelles et cours élémentaires rouvriront d'abord dès le 11 mai, puis les collèges la semaine suivante. La décision de rouvrir les lycées est remise à plus tard à la fin du mois. Les transports urbains sont l'une des clés pour la reprise, mais aussi l'un des domaines les plus complexes si l'on veut respecter des règles sanitaires strictes. L'offre de transport augmente progressivement à partir du 11 mai et pour réduire les flux de passagers, le gouvernement compte sur la poursuite du télétravail et sur le civisme des Français. Le port du masque sera obligatoire dès le 11 mai dans tous les transports collectifs. La question des masques, un sujet d'inquiétude, le gouvernement a tenu à rassurer les Français. Puisque nous recevons près de 100 millions de masques chirurgicaux par semaine désormais, et que nous recevrons près de 20 millions de masques grand public lavables à compter du mois de mai. Grâce à la mobilisation de tous, il y aura donc assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins à partir du 11 mai. Concernant le retour à la vie sociale, le maître mot là encore est progressif. Il sera de nouveau possible de circuler librement sans attestation à partir du 11 mai. Les déplacements interrégionaux devront être réduits au minimum dans un rayon de 100 km, sauf exception familiale et professionnelle. Les mesures concernant les activités culturelles étaient très attendues. Les rassemblements publics seront limités à 10 personnes. Les salles de cinéma, de théâtre et de concert notamment resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Concernant l'application Stop Covid, cette piste de traçage numérique avait été évoquée parmi les mesures de déconfinement. Elle ne fait pas partie du plan gouvernemental présenté. Son utilisation fera l'objet d'un débat et d'un vote spécifique ultérieur. Voilà, on va voir concrètement comment se passe la lutte contre le coronavirus et la pandémie ailleurs dans le monde, en commençant d'abord par le pays d'où est partie cette épidémie mondiale. On va voir tout de suite avec Charles Pellegrin en Chine quelle est la situation. Charles, le pays d'où est parti ce coronavirus, y a-t-il, comme on l'entend dire ici et là, une deuxième vague en Chine ? Bien oui, on voit quelques nouveaux foyers d'infection qui viennent essentiellement des cas importés du coronavirus, notamment dans le nord du pays à la frontière avec la Russie, dans la province du Heilongjiang, où la grande ville de cette province, Harbin, est en ce moment en confinement. Par contre, dans le reste du pays, on voit une reprise des activités. Les gens retournent au travail, comme ici à Pékin, où les routes sont pleines et où les gens sont à nouveau dans les transports. Donc il y a une menace d'une deuxième vague à cause des cas importés, aussi notamment à la frontière sud du pays. Mais dans l'ensemble, le pays commence à reprendre son activité. La Chine n'en a donc pas totalement fini encore avec les mesures de confinement ?
c'est une espèce de déconfinement très progressif et qui est en fait en fonction des zones et des régions du pays, en fonction du nombre d'infections. Donc c'est quelque chose de très, différencié en fonction des régions. Mais par exemple, en ce moment à Pékin, il y a encore de nombreuses mesures qui empêchent les rassemblements de plus de 3 ou 4 personnes, notamment avec de nombreuses restrictions sur les cafés, sur les restaurants. Donc, la vie n'est pas exactement à la normale, mais en tout cas, les gens peuvent retourner au travail. C'est ce qui compte pour les autorités ici à Pékin. L'Allemagne, Emmanuel Chasse, sort tout juste de son confinement à elle. Ça fait bientôt 10 jours maintenant. Qu'est-ce qu'on observe? Mais écoutez, il y a une crainte ici en Allemagne également d'une seconde vague. Et puis, c'est pas tellement la crainte d'une hypothétique seconde vague, c'est surtout de savoir quand cette seconde vague va arriver, car d'après les experts, elle sera inévitable avec l'allègement des restrictions en place, puisque l'allègement de ces restrictions, en fait, entraîne un nouveau mouvement de population et donc de nouveaux contacts entre personnes. Alors, pour l'instant, le taux de reproduction en Allemagne reste bon, puisqu'il est sous la barre des 1. Ça veut dire qu'une personne infectée va en infecter moins d'une autre, mais on se rapproche dangereusement de cette frontière, de ce 1 justement qui inquiète les scientifiques, qui inquiète également au plus haut sommet de l'État. Angela Merkel a plusieurs fois fait part de son inquiétude quant à une levée trop rapide finalement des restrictions en place. Alors on appelle les gens à la prudence. Ici, le port du masque est devenu obligatoire dans les transports en commun et pour certaines régions, comme c'est le cas également à Berlin, dans les magasins. Alors on appelle également au respect de la distanciation sociale. On ne peut pas sortir à plus de 2 personnes. Donc ici, une inquiétude quant à l'éventuelle seconde vague, aussi parce que cette seconde vague serait, toujours d'après les experts, beaucoup plus grave. On a vu lors de cette première vague d'infection qu'on avait pu isoler assez rapidement ces chaînes d'infection, justement. Le problème d'une seconde vague, c'est que ces infections seront beaucoup plus diffuses sur le territoire et que là, on pourrait craindre que les services hospitaliers soient submergés. En Turquie, Ludovic de Foucauld, le pouvoir procède par confinement ponctuel et limité dans le temps. Est-ce que ça marche quand on voit le nombre de cas tout de même le plus élevé au Proche-Orient? Oui, c'est vrai, c'est le nombre de cas le plus élevé au Proche-Orient. C'est le 7e pays le plus touché au monde actuellement, hein. On s'approche des 115 000 cas et des 3 000 morts. Alors, est-ce que les mesures prises par le gouvernement, ces mesures de confinement partiel, fonctionnent? C'est difficile à dire. Oui, si l'on en croit les chiffres officiels qui sont très encourageants et qui montrent un ralentissement de la propagation du virus jour après jour. Le problème, c'est que tout le monde ne croit pas en la fiabilité totale de ces chiffres. Au premier chef, les médecins eux-mêmes, hein, le plus grand syndicat de médecins du pays, estiment que les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas toujours respectées, qu'il y a donc une volonté de minorer le nombre de cas dans le comptage officiel. Et du coup, dans ces conditions, c'est très difficile de pouvoir mesurer exactement quelles mesures a quel impact sur la propagation de l'épidémie si les chiffres ne sont pas fiables à 100%. Mais en tout cas, d'après ces chiffres officiels, la situation est sous contrôle, donc les mesures sembleraient fonctionner, hein, des mesures ponctuelles et partielles, vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'en semaine, il n'y a pas de confinement général, sauf pour les moins de 20 ans et les plus de 65 ans, mais tous ceux qui doivent aller au travail continuent à le faire. En revanche, les grandes villes, elles, sont confinées entièrement le week-end. Et même un petit peu plus, c'était 4 jours pour le début du Ramadan la semaine dernière, ça sera 3 jours pour le week-end du 1er mai, puis après ça sera encore une fois en fin de semaine 2 jours, et ça c'est une mesure qui devrait perdurer même après le Ramadan. Justement, c'est le Ramadan en ce moment, c'est une période sensible, les autorités en ont conscience, des mesures particulières sont prises, le risque est anticipé? Oui, bien sûr, c'est une période sensible parce que, bon, bien sûr, le Ramadan, c'est le mois saint des musulmans, c'est un mois de prière, de recueillement, mais c'est aussi un mois de partage, de sociabilisation. Ici, en Turquie, lors de la rupture du jeûne, en fin de journée, au moment de l'iftar, c'est toujours l'occasion de faire des grandes tablées, de sortir, de se retrouver en nombre, d'organiser des rassemblements. Évidemment, ce genre d'événement est interdit ou alors très limité. Les autorités recommandent aux gens de faire tout ça chez eux. Il y a évidemment donc des mesures particulières qui sont prises pour éviter tout l'aspect sociabilisation, tout l'aspect festif qu'il peut y avoir dans le Ramadan et qui sera donc un Ramadan très, très particulier cette année. Après, les autorités religieuses turques ont rappelé que le jeûne restait recommandé, c'est-à-dire qu'elles considèrent
en se basant sur des études médicales et scientifiques, il n'y avait aucune contre-indication à continuer à pratiquer le jeûne pendant le ramadan, même en période de pandémie, si on est déjà en bonne santé. Voilà. On retrouvera dans un instant Sarah Sacco au Sénégal. Un tour par Washington avec vous, Mathieu Mabin. Les États-Unis qui, eux aussi, font face à cette crise du coronavirus, un pays grand comme un continent, avec des disparités géographiques entre, d'un côté, les campagnes, les zones rurales qui sont relativement peu concernées par l'épidémie, et puis de l'autre côté, la région de New York, par exemple, qui est véritablement l'épicentre de la crise aux États-Unis. Oui, absolument, Raphaël, vous l'avez dit, il y a un monde évidemment entre ce que vivent les New-Yorkais en ce moment, qui représente, je le rappelle, plus de la moitié des morts et des contaminés du pays. Et pour ne citer que, parce qu'il faut bien trouver un exemple, les habitants d'un bayou cajun du fin fond de la Louisiane, par exemple. Ce sont vraiment deux réalités aux antipodes. Et je dirais qu'il y a au moins 50 réalités différentes ici aux États-Unis, c'est-à-dire à peu près autant d'États. Donc, si vous vouliez une cartographie claire et précise, ou la plus précise possible de ce qui se passe dans ce pays, il vous faudrait une mosaïque de 50 correspondants, au moins un par État, pour avoir une vision claire. Et c'est vraiment la perception qu'on en a depuis Washington. Lorsqu'on écoute Donald Trump qui s'adresse à la nation via conférence de presse quotidiennement, il ne décrit jamais la même réalité. Il a réellement l'intention de montrer une impulsion fédérale emmenée par Washington, mais en réalité, c'est totalement utopique puisque pas un seul de ses gouverneurs, pas un seul des gouverneurs, n'agit et ne lutte contre le coronavirus de la même manière. Et pour des raisons simples, tout simplement parce que d'abord, la sensibilité de ces gouverneurs varie considérablement. Ensuite, les crises économiques qui frappent les États sont d'une nature tout à fait différente. L'État de New York est concrètement à genoux sur le plan économique. L'Alabama ou la Géorgie s'en sortent évidemment beaucoup mieux. Dans les zones rurales, là où le virus frappe le moins, c'est-à-dire loin des côtes est et des côtes ouest, finalement, la population n'accueille pas bien les règles de confinement, tout simplement parce qu'elle ne voit pas le virus, elle ne rencontre pas concrètement le virus. Un confinement compliqué, donc compliqué par ces différences géographiques. Et le déconfinement, lui, compliqué aussi, cette fois par un manque de coordination entre les États et également avec l'État fédéral, Mathieu. Oui, je dirais même une impossible coordination. On se souvient des déclarations étonnantes de Donald Trump qui affirmait qu'il était la seule autorité du pays. Bon, il avait juste un tout petit peu oublié les textes de la Constitution, mais les constitutionnalistes à Washington se sont chargés de lui rappeler la réalité constitutionnelle américaine qui donne en réalité toute latitude aux gouverneurs pour agir, y compris celle d'utiliser les fameux fonds fédéraux, les 2700 milliards de dollars, pardon, je le dis lentement tant la somme est difficile à concevoir, 2700 milliards de dollars, ce plan d'urgence débloqué par Washington, sur le plan d'urgence et somme sur laquelle Donald Trump n'a concrètement pas la main. Ce sont bien les gouverneurs qui vont distribuer ces fonds à leur guise, y compris des gouverneurs démocrates qui ont une vision, bien entendu, beaucoup plus sociale de cette redistribution que le souhaiterait Donald Trump. Donald Trump souhaiterait que cet argent soit massivement injecté dans les entreprises pour lutter contre un phénomène qui est son pire cauchemar, c'est-à-dire l'explosion du chômage. On a franchi la barre des 25 millions de chômeurs aux États-Unis, ce qui est réellement le cauchemar de Donald Trump, puisqu'il se vantait il y a encore quelques semaines, c'est une réalité qui nous paraît bien loin, d'avoir quasiment atteint le plein emploi aux États-Unis. Près de plus, même de 55 000 morts aux États-Unis. C'est une réalité bien différente sur le continent africain, Sarah Sacco, avec à peine plus de 1400 morts à l'heure qu'il est, et un pays notamment qui semble avoir maintenu jusqu'à présent l'épidémie sous contrôle, c'est le Sénégal. Oui, tout à fait, Raphaël. Ici, on est sur des chiffres bien différents, plus 59 cas positifs aujourd'hui, sur un total de 882. Hier, c'était plus 87 cas. Alors, vu de Paris, évidemment, ça semble peu, mais il faut comprendre quand même que ce sont des chiffres en progression
ce qui inquiète les Sénégalais. Alors que se passe-t-il? Ce qu'expliquent les autorités sanitaires, notamment l'Institut Pasteur, c'est que beaucoup plus de tests sont pratiqués ces jours-ci et donc, logiquement, il y a plus de cas détectés, mais selon eux, la proportion de cas positifs sur le nombre de cas testés reste à peu près stable. Attention, ceci dit, et ce sont les spécialistes eux-mêmes qui le notent, il faut mentionner ce qu'on appelle ici les cas communautaires, c'est-à-dire ceux dont on ne connaît pas la chaîne de contamination, qui sont donc plus difficiles à isoler et qui inquiètent les autorités. Donc, épidémie sous contrôle, mais il faut rester très prudent, disent les spécialistes. Est-ce qu'on peut parler d'une exception sénégalaise, Sarah, en matière de détection et de système de soins par rapport à ce qu'on observe sur le reste du continent africain? C'est possible, en tout cas, la progression relativement lente par rapport à d'autres pays du continent, touchés à peu près en même temps que le Sénégal, font parler de ce modèle sénégalais. En fait, qu'est-ce qui a été pratiqué ici? Dès le début de l'épidémie, en fait, les cas symptomatiques sont immédiatement hospitalisés, peu importe la gravité du cas, et leur contact mis en confinement automatiquement, donc ce qui permet en quelque sorte d'éteindre les débuts de foyer d'épidémie. Les médecins en charge de la riposte ont aussi utilisé l'hydroxychloroquine très rapidement, peut-être également une explication. Mais attention, c'est le professeur Moussa Seydi qui le dit, c'est lui qui est en charge de la riposte au Sénégal. Ne pas s'inquiéter serait de l'inconscience absolue. Il explique que les centres de traitement sont limités en équipement et que si les chiffres devaient exploser, eh bien, il serait très difficile de faire face à l'épidémie. En plus, ici, il n'y a pas de mesures drastiques, c'est-à-dire qu'il y a un couvre-feu, mais il n'y a pas de confinement, par exemple. Donc, les transports interurbains sont interdits. C'est une mesure qui est plus ou moins respectée, ce qui propage également l'épidémie. Donc là encore, il faut rester prudent. Un modèle qui fonctionne visiblement, mais fonctionnera-t-il encore à l'avenir s'il y a plus de cas? C'est la question que les experts se posent. Et cela dit, plus généralement, évidemment, se pose la question de la réponse des États et bien sûr de la situation des populations. On a vu dans certains pays des tensions sociales, rien de tel pour l'heure en Allemagne. Emmanuel Schaz, Angela Merkel est souvent saluée par la presse étrangère pour avoir su anticiper la crise et bénéficier d'un système de santé en mesure de répondre à l'épidémie, notamment en nombre de tests et en nombre de lits de réanimation. C'est la même perception qu'en ont les Allemands eux-mêmes. Oui, je pense qu'ils sont relativement rassurés par cette gestion de la crise. En tout cas, c'est ce que montrent les sondages. Plus de 70% des Allemands sont satisfaits de cette gestion de crise par le gouvernement d'Angela Merkel. Angela Merkel, elle est connue en fait sous le surnom de Krisenkanzlerin, la chancelière de crise, parce qu'on sait très bien que même si c'est pas forcément la dirigeante qui va prendre les décisions les plus rapidement, en période de crise en tout cas, c'est une situation dans laquelle elle se trouve très à l'aise. Elle est très à même de prendre ses décisions également, car elle est elle-même physicienne, elle est docteur en physique, donc c'est la recherche, même l'épidémiologie, c'est quelque chose qui lui parle et qu'elle peut facilement expliquer également aux autres. Alors les Allemands se sentent rassurés également au niveau de leur système de santé, puisque il y a énormément de laboratoires dans le pays. Au niveau géographique, il y a une capacité théorique de plus de 700 000 tests par semaine. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a annoncé que d'ici l'été, on en arriverait à une production nationale de masques de 50 millions de masques par semaine, avec 10 millions de masques FFP et 40 millions de simples masques chirurgicaux. Donc on voit vraiment que l'Allemagne dispose de moyens. Je parle également des lits en place de réanimation. Ce nombre de lits, pour l'instant, il y en a encore un tiers de libres sur un total de 32 000. Donc au niveau de la population, toute confiance est accordée à Angela Merkel, dont la popularité a également grimpé à 64%. Pour vous donner une idée, si des élections générales devaient avoir lieu ce week-end ici en Allemagne, son parti, les conservateurs de la CDU, obtiendraient plus de 40% des voix. C'est leur meilleur score depuis des années. Et la vie quotidienne des Allemands a été relativement préservée en dépit du confinement? Oui, alors il y a eu des bouleversements majeurs. Évidemment, la plupart des gens se sont retrouvés en télétravail. Ils ont dû gérer l'éducation à plein temps de leurs enfants tout en travaillant. Il y a eu ces mesures de distanciation sociale. Mais en Allemagne, on n'a jamais vraiment parlé de confinement total. On n'y a pas été confronté. On n'a jamais eu besoin d'attestation, notamment pour se déplacer. Les déplacements, d'ailleurs, n'ont pas été interdits. Il est tout simplement interdit de se déplacer à plus de 2 personnes. C'est ce qu'on appelle ici la distanciation sociale.
avec également, lorsqu'on se promène avec une seconde personne, la nécessité de garder une distance d'au moins 1,50 m. Et d'ailleurs, quand les Allemands sont interrogés sur les mesures qui avaient été en place, 44% étaient tout à fait favorables à ces mesures, avec même 10% des Allemands qui auraient souhaité des mesures encore plus dures pour être sûrs de pouvoir contrer l'épidémie en cours. Oui, on va revenir effectivement en Chine à présent. On va avoir effectivement avec Charles Pellegrin. Charles, la liaison semble rétablie. Vous nous disiez donc effectivement quelle est la réaction des Chinois par rapport à cette épidémie qui a débuté officiellement au mois de décembre. Quelle est leur réaction par rapport à la gestion de cette épidémie par le pouvoir chinois? Oui, alors ce que j'essayais d'expliquer, c'est que c'est toujours compliqué d'avoir un aperçu de l'opinion publique en Chine à cause de la censure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment de la mort du docteur Li Wenliang, ce lanceur d'alerte qui avait tenté d'informer les autorités sur l'apparition d'un nouveau virus à Wuhan, au moment de sa mort, eh bien, on a eu beaucoup de messages de soutien et aussi beaucoup de demandes pour plus de liberté d'expression, pour plus de transparence, tout ça pour améliorer le fonctionnement de l'État chinois. Il ne faut pas forcément confondre cela avec une contestation du pouvoir en soi, mais juste des demandes pour du changement. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de répression pour notamment des journalistes indépendants qui ont tenté d'informer sur ce qui se passait vraiment dans le Hubei, ou même d'autres personnes, des activistes en ligne qui tentaient de collectionner la mémoire de cet épisode de l'histoire chinoise en faisant des archives sécurisées de certains articles qui ont ensuite été censurés. Donc il y a eu une contestation, mais on n'est pas sûr que ce soit une contestation contre le pouvoir ou juste des demandes pour du changement, tout simplement. Cette crise du coronavirus, Charles, a eu un coût pour les Chinois en termes de croissance, en termes de ressources, en termes de niveau de vie? Alors l'impact économique est énorme. Hein. On a pu voir les premiers chiffres de la croissance pour le premier trimestre de 2020 qui est en baisse de 6,3%. Et on voit aussi surtout une consommation qui est vraiment très fortement à la baisse. Et c'est ça, c'est vraiment le moteur économique du pays, mais aussi du monde. Donc on voit tout d'un coup une population qui n'a plus d'argent à dépenser. Donc, on a du mal à imaginer comment la machine économique chinoise va reprendre. Et justement, les autorités sont très inquiètes de cette situation, car ça pourrait être la raison, la cause d'une grogne sociale. Et c'est un peu le contrat implicite qu'il y a entre le pouvoir chinois et sa population. C'est on vous donne les opportunités économiques que vous voulez, et nous, on s'occupe du reste. Et c'est un peu ça le contrat qu'il y a entre la Chine et sa population. Une situation bien différente en Turquie, Ludovic de Foucauld, puisqu'on a beaucoup parlé des difficultés économiques de la Turquie ces derniers temps. Il y a eu dans la gestion de cette crise apparemment une situation jusqu'à présent maîtrisée. En tout cas, c'est l'impression que ça a donné. Pour autant, le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a démissionné au moment de l'annonce du confinement, une démission d'ailleurs refusée par Recep Tayyip Erdogan. Le signe que tout n'a pas été un long fleuve tranquille à l'image du Bosphore. Hein. Oui, effectivement, il y a eu un énorme cafouillage au moment de l'annonce du confinement des grandes villes, dont Istanbul, seulement 2 heures avant son entrée en application, ce qui a provoqué l'envoi de centaines de milliers de personnes dans les rues, dans les supermarchés, dans les épiceries qui étaient encore ouvertes pour acheter en panique des produits de consommation. D'ailleurs, étonnamment, on ne voit pas dans les chiffres officiels l'impact que cette funeste nuit de cafouillage a eu pour l'instant sur le virus. C'était au début du mois, c'était le 10. Finalement, Süleyman Soylu, quand il a annoncé sa démission, ça a provoqué une vague de sympathie à son endroit assez incroyable dans le pays. Le président de la République lui a très publiquement renouvelé son soutien et a refusé sa démission. Et lui-même, le ministre de l'Intérieur, a remercié tous les Turcs pour leur soutien. Il a dit, j'étais responsable de ce cafouillage. Maintenant, tout est oublié, tout est pardonné. Circuler, il n'y a plus rien à voir. La situation est sous contrôle. Ça a même renforcé sa position au sein même du gouvernement turc. Mais ce que cet épisode a révélé, c'est l'absence totale de coordination qui existe entre le gouvernement central à Ankara et les grandes villes du pays qui sont sous contrôle de l'opposition. Il faut savoir que le maire d'Istanbul, la plus grande ville du pays, la ville la plus peuplée du pays, n'avait même pas été mis au courant de l'intention d'Ankara de confiner la ville. Les habitants de ces grandes villes, justement, qui avaient voté plutôt pour l'opposition lors des dernières élections municipales, ils ont réagi comment, globalement, dans la gestion de cette crise? Ils font crédit au pouvoir des restrictions qui leur sont imposées? La vie politique turque est extrêmement polarisée.
Et cette polarisation s'exacerbe encore plus en cette période d'épidémie. Chaque mesure que prend le gouvernement est systématiquement critiquée par l'opposition. Chaque initiative que les villes tenues par l'opposition tentent de prendre sont systématiquement tuées dans l'œuf par le gouvernement central. À Ankara, impossible pour le maire d'Istanbul, qu'on présente comme le personnage politique le plus important, celui qui pourrait rivaliser avec Recep Tayyip Erdogan au niveau national. Impossible pour lui, pour Ekrem İmamoğlu, de lever lui-même à Istanbul des fonds pour une campagne de solidarité. Les comptes sont fermés par Ankara. Impossible pour la ville d'Istanbul d'assurer la distribution gratuite des masques, comme c'est le cas dans le pays. C'est l'État central qui doit s'en occuper à Istanbul, y compris. Impossible pour Istanbul d'assurer la distribution gratuite du pain, par exemple, comme c'est le cas le week-end en période de confinement. Il y a des camions qui passent dans les rues en klaxonnant et les habitants peuvent descendre pour aller se servir. C'est encore une fois l'État central qui doit s'en occuper. La polarisation de la vie politique turque est exacerbée par cette période de pandémie, de coronavirus. Sarah Sacco, on a vu ça et là en Afrique des gestes d'impatience, d'inquiétude envers le virus. Ça s'est traduit par exemple en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On a vu notamment un local censé recueillir des patients atteints du coronavirus qui a été mis à sac par des habitants. On a vu des gestes de contestation face au confinement lui-même, au Nigeria par exemple. Comment les Sénégalais, eux, vivent-ils le couvre-feu nocturne ? Plutôt bien, je dirais. Alors évidemment, ça leur pose quelques contraintes, puisque c'est un moment où normalement, à la rupture du jeûne, eh bien, on se réunissait en famille, entre amis, on allait rendre également des visites après avoir rompu le jeûne. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Chacun reste chez soi. On rompt le jeûne avec les gens qui habitent la maison. Donc ça, c'est un peu triste pour certaines personnes. Mais finalement, le couvre-feu est assez bien vécu. Il n'y a pas eu de scène de violence comme celle que vous avez mentionnée au Nigeria, par exemple. Quelques contrevenants, des jeunes, par exemple, dans un quartier populaire de la capitale qui, un soir, ont décidé de sortir braver un petit peu la police qui est intervenue aussitôt, mais rien de véritablement grave. Et la journée, c'est difficile de travailler aujourd'hui à Dakar ? Oui, c'est plus compliqué en revanche la journée puisque Dakar tourne en fait au ralenti. Alors, ça touche à peu près toutes les couches sociales de la population. Vous avez les entreprises qui sont très inquiètes, celles qui peuvent se sont mises en télétravail, d'autres voient leur activité réduite tout simplement parce qu'il n'y a plus… L'économie dépend évidemment des autres pays comme de partout et donc ça tourne au ralenti. Et puis, il y a le secteur informel. Donc, ce qu'on appelle le sous-emploi et qui occupe un nombre très important de gens ici. Quand on discute avec les marchands ambulants, les petits commerçants, ils disent que leurs affaires marchent mal, qu'ils vendent moins que d'habitude et les gens s'inquiètent beaucoup pour l'avenir. Ça, en revanche, c'est vraiment notable depuis le début de cette crise sanitaire. Mathieu Mabin, une grande partie des États-Unis aujourd'hui sont à l'arrêt. Le chômage explose, plus de 20 millions de demandeurs d'emploi depuis le début de cette crise. Ça provoque des tensions, on l'a vu, avec des manifestations dans certains États contre le confinement. C'est un mouvement spontané face à la crise ou bien du militantisme politique ? En tout cas, s'il n'est pas spontané, il est au moins stimulé par la Maison-Blanche et par le discours quotidien de Donald Trump. Rappelez-vous qu'il y a presque 3 semaines maintenant, Donald Trump voulait relancer déjà l'économie américaine alors que le virus n'avait pas encore montré au pays les ravages qu'il pourrait faire. On était très loin des bilans d'aujourd'hui, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, 55 000 morts, plus d'1 million de contaminés officiels, même s'il y a un décalage de logique entre ces deux chiffres. Ce qui est certain, c'est que Donald Trump a d'abord pensé à la relance de l'économie avant d'offrir des moyens techniques et humains aux infrastructures hospitalières tellement défaillantes aux États-Unis. Même si de Dakar, par exemple, on pourrait voir un paradoxe dans cette information, mais oui, le système de santé américain n'était pas prêt à faire face à une pandémie de cette ampleur, clairement, et probablement des milliers d'Américains vont mourir ou sont déjà morts de la fragilité de ce système de santé. Et d'ailleurs, le système de santé n'est pas renforcé par cette crise économique, et c'est bien ce que redoute Donald Trump. Lui considère qu'une crise économique majeure, une récession, causerait finalement plus de dégâts dans la société américaine que le virus lui-même. C'est le discours qu'il a depuis le début. On peut au moins lui reconnaître ça, le mérite de la constance
ce qui se traduit effectivement par des mobilisations ici ou là dans les États qui sont le plus touchés par les contraintes de confinement imposées par les gouverneurs. On l'a dit tout à l'heure, les gouverneurs font en réalité ce qu'ils veulent dans leurs États. En ce moment, par exemple, on observe des manifestations très mobilisatrices en Caroline du Nord, où nos équipes se sont rendues ces dernières heures, avec des slogans qui invoquent, comme à leur habitude, la liberté américaine, cette fameuse liberté qui peut conduire également les populations à revendiquer le droit à porter des armes. Et d'ailleurs, on voit se rencontrer ces combats dans les manifestations. On a vu ici ou là, et même proche de Washington, des manifestants défiler en armes pour rappeler qu'ils avaient le droit de travailler, que personne ne pouvait les en dissuader. On a même entendu le président Trump clairement faire des appels à la désobéissance civile pour contredire les injonctions des gouverneurs des États. Jusqu'au risque, d'après vous, Mathieu, de voir les États-Unis sombrer dans la violence lorsqu'on voit effectivement ces manifestants armés, lorsqu'on a vu cette ruée vers les armureries qui s'est déclarée finalement dès les prémices de cette épidémie de coronavirus aux États-Unis. Oui, un réflexe américain qui n'a clairement surpris personne ici. Chaque fois que l'État est un petit peu fébrile pour des raisons de crise économique ou dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, effectivement, il y a un réflexe américain très ancré dans la culture américaine et même dans sa constitution qui pousse des populations à se diriger vers les armureries pour parer à une catastrophe sociale. Mais plus sérieusement, mais plus concrètement et de manière plus réaliste, effectivement, il y a une menace qui pèse sur la société américaine, qui est liée notamment, pour ne donner qu'un exemple, à la fragilité des infrastructures. Vous savez que les cotisations sociales ici et les prélèvements sociaux restent relativement faibles par rapport au reste du monde. Eh bien, ça se traduit dans les États par une fragilité des infrastructures. Alors, on pense à l'électricité, aux routes, mais également à l'alimentation en eau, qui, si ces infrastructures étaient touchées par la crise et notamment par l'absence des travailleurs à leur poste, effectivement, ces crises pourraient se convertir en crise sociale et donc en crise sécuritaire. Et cela, effectivement, les gouverneurs et les maires des grandes agglomérations, et on pense aux maires de New York, tout simplement, ont redouté cette perspective extrêmement fortement, et jusqu'à la Maison-Blanche, puisque Donald Trump a évoqué la possibilité d'une crise sécuritaire qui pourrait être la conséquence d'une crise économique grave. Cette crise mondiale du coronavirus, qu'en restera-t-il? Charles Pellegrin, notamment en Chine, sur les habitudes des Chinois, les pratiques alimentaires, mais pas seulement, bien sûr, le rapport aussi avec le parti communiste chinois qui gouverne ce pays d'une poigne de fer, avec aussi ce qu'on a pu observer, cet esprit de conquête ces dernières années, qu'il s'agisse de Hong Kong ou bien de ce projet très ambitieux de créer un réseau mondial avec ces nouvelles routes de la soie. Oui, en effet, il y a beaucoup de choses en jeu et qui pourront changer. Tout d'abord, en effet, sur les pratiques alimentaires, bien le gouvernement chinois a tout de suite formulé une interdiction du commerce d'animaux sauvages qui semblerait être à la source de cette pandémie. Et cette interdiction sera vraiment inscrite dans la loi, a priori, dans 3 semaines au moment de la session annuelle du Parlement chinois. Ensuite, dans les faits, ces comportements vont peut-être prendre encore plus longtemps à changer, tout simplement parce que ces habitudes de consommation de viande sauvage sont liées à certaines croyances comme quoi il y aurait des bienfaits au niveau de la santé, mais aussi parce que c'est une industrie qui génère beaucoup d'argent tous les ans, une industrie qui est aussi liée à la médecine traditionnelle chinoise. Ensuite, au niveau du lien entre les Chinois et leur gouvernement, tout ça dépend en fait de ce qui va se passer maintenant dans les 2 années à venir, alors que la Chine va tenter de faire redémarrer son économie et va tenter de réduire l'impact économique de cette crise sur les populations les plus défavorisées de la Chine, notamment les travailleurs migrants qui sont vraiment l'essence de la machine économique chinoise. Ensuite, pour ce qui est de la diplomatie chinoise, du comportement de la Chine autour du monde, on peut le voir ces dernières semaines. La Chine a transformé la crise en une forme d'opportunité et essaie de se présenter maintenant comme un responsable, un acteur responsable de la communauté internationale, envoie des équipes d'experts aux 4 coins de la planète pour partager leur expérience, leur expertise sur comment gérer
une pandémie et surtout en faisant usage de la diplomatie du masque et du matériel médical. Donc la Chine continue d'être très ambitieuse d'un point de vue international et on peut le voir aussi à Hong Kong justement où, sous couvert de cette pandémie, eh bien, la répression à l'encontre de la contestation pro-démocratie a redoublé ces dernières semaines avec l'arrestation le week-end dernier de 15 figures, des figures de proue du mouvement pro-démocratie à Hong Kong. La Chine n'a renoncé à rien, nous dit donc Charles Pellegrin, et l'Allemagne, Emmanuel Scholz, cette crise du coronavirus est une nouvelle victoire d'une certaine manière pour son modèle économique, pour sa capacité industrielle et pour sa chancelière qui sort renforcée d'une certaine manière. Ça va avoir un impact aussi sur l'Europe, la manière dont l'Allemagne influence le continent dans ses politiques, sur la mansuétude aussi dont elle pourrait faire preuve ou non quant au retour à l'équilibre budgétaire de ses voisins européens. Alors une victoire, je ne sais pas, l'Allemagne est quand même entrée en récession il y a quelques semaines et on s'attend à une baisse du produit intérieur brut d'ici la fin de l'année de 6,6% et une augmentation du taux de chômage à 5,8% également d'ici la fin de l'année. L'Allemagne a également dû renoncer à sa politique du Schwarze Null. C'est une disposition inscrite dans la constitution allemande stipulant que le budget de l'État ne doit pas être en déficit. L'Allemagne y a renoncé afin d'apporter de l'aide économique aux différents secteur économique justement, 100 milliards d'euros d'aide ont été votés. Cela a bien évidemment été possible car elle avait une situation économique saine. En ce qui concerne l'Europe, évidemment, ça va être difficile maintenant pour l'Allemagne de garder une attitude attentiste et c'est pas vraiment ce qui ressort en tout cas des dernières réunions du dernier sommet européen. Il faut noter également que dans 2 mois, l'Allemagne prendra la présidence de l'Europe, de l'Union européenne pour 6 mois, pour le reste de l'année 2020. Là encore, elle aura un rôle à jouer, un rôle significatif à jouer dans cette gestion de crise. On se retrouve finalement dans une situation un peu à la croisée des chemins. Alors Angela Merkel l'a dit et répété, elle n'est pas favorable à une mutualisation de la dette, elle n'est pas favorable au Corona Bond, mais elle l'a répété également, elle est favorable à une plus grande contribution, à une plus grande solidarité allemande, à un futur budget européen. Elle est ouverte à l'idée d'un recouvrement de fonds européen, car elle l'a dit, c'est également dans l'intérêt de l'Allemagne. Une économie allemande saine ne peut que passer par une économie européenne saine. Alors évidemment, les différents pays de l'Union européenne devront s'accorder sur les modalités, sur la forme que prendra ce fonds de recouvrement. Est-ce qu'on va parler de subventions? Est-ce qu'on va parler de crédits? Quels secteurs économiques vont être concernés? Mais en tout cas, la mise en place, ces discussions-là se feront courant mai et le calendrier prévoit que ce fonds de recouvrement puisse être mis en place dès le 1er juin. Ludovic de Foucault, quid de la Turquie qui a livré de l'aide à l'étranger jusqu'à des appareils médicaux, même aux États-Unis? La fierté nationale en sort renforcée, le rôle auquel prétend la Turquie sur la scène internationale et notamment en Syrie également? Oui, effectivement, c'est un moyen pour la Turquie de continuer de s'affirmer comme la première puissance humanitaire mondiale. Il y a 55 pays qui ont maintenant été bénéficiaires de l'aide de la Turquie, qui voilà, peut se projeter comme une puissance humanitaire, une puissance animée par des valeurs de générosité, de partage, de tolérance, des valeurs qu'on retrouve dans l'islam, hein, c'est dans les discours officiels, et une aide qui est donnée à des pays développés, hein, en Europe, avec l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, jusqu'à la première puissance mondiale, les États-Unis, qui régulièrement menacent la Turquie de sanctions économiques. Donc il y a quand même un inversement de la situation quelque part. La présence, la signature du président Recep Tayyip Erdogan est omniprésente. Le sceau de la présidence est apposé sur les colis qui sont chargés. Tout cela est extrêmement médiatisé et chaque chef d'État des pays qui reçoit l'aide turque reçoit également une lettre signée du président turc. Des lettres qui sont d'ailleurs rendues publiques, hein. On a pu consulter la lettre que le président turc a écrite à Donald Trump, et on voit très bien qu'à travers cette aide gratuite, gracieuse, généreuse, la Turquie entend faire entendre sa voix sur la plupart des dossiers internationaux et en termes de coopération sur des sujets où les États-Unis et la Turquie sont partie prenante. La Turquie qui essaye aussi de concrétiser la bonne image dont elle jouit actuellement en termes économiques. Ce sont les mots du ministre turc du Trésor, Berat Albayrak, qui espère que cette bonne image se traduira par plus d'investissements dans le pays, des investissements dont la Turquie a grandement besoin. Au niveau économique, d'après l'agence de notation Moody's, la Turquie sera le pays du G20 le plus durement touché
par la crise du coronavirus. C'est un pays qui a déjà grandement puisé dans ses réserves pour soutenir la lire turque, sa monnaie, depuis des années. C'est un pays qui doit financer ses nombreuses interventions militaires, notamment, vous l'avez dit, en Syrie. Donc la situation risque d'être compliquée à ce niveau-là. Il va falloir faire tourner la planche à billets, gonfler l'inflation, d'autant que la Turquie se refuse toujours à demander l'aide, par exemple, au FMI pour une affaire de souveraineté nationale. C'est surtout donc au niveau économique qu'on verra les difficultés liées à la pandémie en Turquie. Un dernier mot, Sarah Sacco, au Sénégal, est-ce que le pays peut se projeter ou est-ce trop tôt? Est-ce que ce qu'a réussi jusqu'à présent le Sénégal peut avoir valeur d'exemple ailleurs en Afrique? En tout cas, sur le plan économique, ici, le taux de croissance aussi a été revu à la baisse. Il devait être de près de 7%. Il ne sera que de 3% finalement cette année. Donc, il y a des secteurs entiers qu'il va falloir relancer. L'hôtellerie, le tourisme, les travaux publics, le commerce. Le président a déjà annoncé un plan de résilience économique pour l'après, qui va commencer dès maintenant, mais qui va se poursuivre dans l'après-corona, doté de 1 000 milliards de francs CFA. Ça fait 1,5 milliard d'euros pour soutenir notamment le secteur économique. Et puis sur le plan médical, une carte à jouer pour le Sénégal peut-être, notamment sur le plan des tests sérologiques. Avec ce projet de l'Institut Pasteur de Dakar dont on a beaucoup parlé, il s'agit de mettre en place des tests rapides qui devraient être prêts dès le mois de juin à destination du gouvernement sénégalais, mais également des gouvernements des pays voisins et qui permettra de tester de manière vraiment rapide et surtout de manière très peu chère puisque ces tests produits localement coûteraient moins d'1 €. Merci Sarah Sacco. On arrive au terme de notre émission. On reparlera très vite des États-Unis avec vous, Mathieu Maban. On n'a pas eu le temps de conclure, mais on en a beaucoup parlé. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous réservons un débat spécialement aux États-Unis dans les prochains jours. Merci également à Ludovic de Foucault qui était avec nous en direct d'Istanbul. Merci à Charles Pellegrin depuis Pékin et à Emmanuel Chaz qui suit pour nous l'actualité allemande depuis Berlin. Voilà, c'est la fin de ce débat. Un grand merci encore aux correspondants de France 24 qui vous font vivre chaque jour l'actualité de la lutte contre le coronavirus au plus près du terrain. Restez avec nous, un nouveau débat demain sur France 24.